C'est un garçon qui pleure dans son lit le matin à 7 heures. Alors sa maman, l'entendant pleurer, s'approche et lui dit « Qu'est-ce qu'il y a, mon petit garçon, ce matin? » Et il répond « Je ne veux plus aller à l'école. » Elle dit « Pourquoi tu veux plus aller à l'école? »« J'ai 2 bonnes raisons. »« Oui, je t'écoute. Quelles sont ces bonnes raisons? » « La première, c'est que les amis, ils rient de moi. Puis la deuxième, c'est que les professeurs, ils sont méchants. » Fait que la maman lui répond, « Moi, j'ai 2 bonnes raisons pour que tu y ailles. Tu as 45 ans et tu es le directeur. » Quand on a des enfants, le choix de l'école, c'est pas quelque chose d'anodin, c'est quelque chose de fondamental. Et puis, il peut arriver que nous ayons certaines craintes par rapport à l'école. Je pense que c'est normal. On a aussi des attentes par rapport à l'école. Et puis, il faut comprendre que la bonne nouvelle, c'est qu'on a plusieurs possibilités, on a plusieurs choix quand il s'agit de réfléchir à l'école que l'on veut pour nos enfants. Alors, je vais essayer aujourd'hui de vous présenter ces choix-là, de façon à ce que vous puissiez faire votre réflexion comme parent de façon plus éclairée. Je pense que c'est un peu fort. Ah, je sais pas, il faut que je m'éloigne ou je le baisse. Alors, voilà. Ça va, il y a un petit écho, mais un gros écho. Alors, je vais essayer comme ça. Si vous permettez, on va regarder donc les choix qui s'offrent à nous. Alors, il y a 2 grandes possibilités de choix. On peut choisir que notre enfant partira de la maison et ira à l'école. Et dans ce cas-là, ben, on peut l'envoyer évidemment à l'école du quartier, à l'école publique de notre commission scolaire, ou on peut envoyer notre enfant dans un collège, dans une école privée. Dans les 2 cas, les enfants quittent la maison et vont à l'école. Il y a 2 possibilités si notre enfant reste à la maison. Là, je m'aperçois que mes diapos, il manque du texte dessus. Là, c'est probablement parce que le format n'est pas compatible avec l'ordinateur, mais enfin, je vais vous donner les informations quand même. Donc, on peut faire l'école à la maison, ce qu'on appelle le homeschooling, c'est une des possibilités. Et l'autre possibilité, si notre enfant ne va pas à l'école, et ça c'est nouveau sur le marché, si vous voulez, scolaire québécois, c'est quelque chose qui est en train de se développer et c'est l'école à distance. Récemment, dans le Journal Le Soleil, on a parlé de ça, l'école à distance, je ne sais pas si vous avez vu l'article, mais il y a de plus en plus de pression pour que cela naisse et il y a un organisme qui est en train de travailler d'ailleurs à la naissance de cette réalité-là. Alors, il faut prendre le temps de réfléchir comme parent. Et quand je dis comme parent, ça inclut papa et maman. Quand on est directeur d'école, on est habitué de voir beaucoup de mamans et assez peu de papas. Mais la réflexion qu'on fait sur le choix de l'école pour notre enfant, il faut la faire papa et maman ensemble. Parce qu'on a ensemble la grâce, d'une part, pour pouvoir prendre les décisions. On a ensemble l'intelligence complète de la situation, la connaissance de nos enfants et aussi, on va avoir davantage d'arguments et on va avoir un échange plus fructueux si on en discute ensemble. Donc, les mamans généralement s'impliquent beaucoup à l'école, mais il faut que les papas s'impliquent également au niveau de la réflexion. Et puis, chaque milieu, si on avait le milieu parfait, on pouvait vous dire c'est facile, hein? Faites ce choix-là, puis comme ça, tout est parfait, on vous le dirait, mais ce n'est pas le cas. Chaque option porte ses avantages et ses inconvénients, et c'est ce que je vais essayer de vous faire valoir ce matin. Alors, pour présenter ces différentes options-là, on n'a pas le choix de faire un peu comme une caricature, hein, de grossir les traits de chacune des options. Alors, quand je vais vous présenter avantages et inconvénients, comprenez que ce sont des grandes lignes, comprenez que ce sont des généralités et comprenez qu'il y a des exceptions. C'est pas parce qu'on dit, par exemple, qu'il y a tel avantage au privé ou au public ou à l'école à la maison ou à l'école à distance que ça va être vrai dans tous les cas d'espèce et que toutes les écoles vont présenter nécessairement cet avantage-là. Et comme je vous disais, comme il faut un peu grossir les traits, ça peut vous sembler un peu caricatural parfois, mais je pense que ça va quand même vous permettre de voir des choses intéressantes.
La première chose qu'il faut se rappeler, et que la loi au Québec reconnaît en passant, c'est que ce sont les parents qui sont les premiers répondants et les responsables de leurs enfants et évidemment, notamment de leur éducation et de leur formation. Alors, c'est quelque chose qu'on doit garder en tête, même si parfois on peut avoir l'impression que le gouvernement veut prendre beaucoup d'espace par rapport à l'éducation de nos enfants. Disons, voyons-les comme des fournisseurs de services et ils fournissent une belle panoplie de services. Cela dit, il appartient aux parents de prendre les décisions et on ne peut pas ne pas faire cette réflexion-là. L'autre idée, c'est le principe de subsidiarité. Encore là, je m'excuse, je m'aperçois que mes diapos, on ne voit pas tout, là, mais la subsidiarité, c'est finalement de laisser à la personne le plus près de l'action la décision. L'exemple que je donne habituellement, c'est que c'est généralement le concierge qui est le mieux placé pour choisir ses outils de travail puis le savon qu'il va utiliser. On peut décider au ministère quel savon va être utilisé dans les écoles, là, mais ça se peut que ça ne marche pas sur ce plancher-là. Alors, la personne proche de l'action est généralement la mieux placée pour prendre la décision et parfois pour donner le service. En autant, évidemment, que la personne a les connaissances suffisantes et les compétences suffisantes. C'est pour ça que quand on fait une réflexion, il faut s'assurer que comme parent, on est connaissant et il faut s'assurer que comme parent aussi, on est compétent. Et puis ça demande une formation continue également. Je me permets de dire en passant, parce que c'est quelque chose qui m'a toujours tenu à cœur, le principe du 14 ans où les enfants décident, ça c'est dans la loi sur la santé et les services sociaux. Ce n'est pas dans la loi sur l'enseignement, sur l'instruction publique ou l'enseignement privé. Hein, c'est uniquement au niveau de la santé et des services sociaux que les enfants de 14 ans ont un libre arbitre et qu'on n'informe même pas les parents. Dans le monde de l'éducation, ce n'est pas vrai. Ça. Je le mentionne parce que des fois, on a l'impression que c'est vrai partout, qu'à partir de 14 ans, ils décident de tout. Eh bien non. Pour l'école, c'est encore papa et maman qui décident jusqu'à la majorité. Bon, rendu au cégep, c'est plus compliqué. On y va donc avec nos possibilités. Et là, je comprends qu'il va nous manquer des petits points, mais on va quand même les regarder. Donc, l'école publique. L'école publique, c'est pas toujours la mieux aimée, mais elle a de grands avantages, l'école publique. Alors, on va essayer de regarder les avantages et les inconvénients. Commençons par les inconvénients, parce que j'aime bien finir positivement. Alors, évidemment, l'école publique, ce n'est pas une école religieuse, ce n'est pas une école qui va porter des valeurs en particulier. Donc, on peut se questionner sur les valeurs qu'elle porte. Mais je vous dirais que de façon générale, et là c'est un peu caricatural, mais toutes les écoles publiques vont vous dire que leur valeur, c'est le respect. Et on pourrait traduire respect par on accepte n'importe quoi. Okay? Alors, c'est peut-être problématique, mais quand on accepte n'importe quoi, ça veut dire qu'on va accepter aussi les valeurs des parents qui ont des valeurs. Alors ça peut aussi être une porte intéressante. Ensuite, dans l'école publique, tous les élèves, beaucoup d'élèves y sont, certains élèves extraordinaires, certains élèves plus difficiles, certains élèves qui ont des problèmes. Donc, on va avoir la présence de pairs qui pourraient éventuellement devenir des gens qui n'aideront pas nos enfants ou qui pourraient être des mauvais amis pour nos enfants. L'autre chose, c'est que l'opinion des parents, en dehors du CE, a relativement peu d'importance. Encore là, je vous dis, je caricature. Il y a peut-être des gens qui vont dire « Non, c'est pas vrai, je travaille dans une école publique, on est très préoccupé par… » Et c'est tant mieux si c'est le cas. Mais de façon générale, l'école publique, que les parents soient d'accord ou pas avec ce qu'ils sont en train de faire, ça n'affectera ni leur budget, ni leur façon de vivre. Et alors, ils en ont pas tellement le souci ou la préoccupation. Oui, je vais y arriver avec plaisir. Parce que c'est un des points positifs. J'ai mis un beau sourire à côté d'ailleurs. Alors, dans les avantages de l'école publique, c'est qu'elle est gratuite, bon, ou à peu près, hein, on paye les cahiers d'activité, mais la scolarité, elle, est gratuite. L'école publique, j'ai marqué qu'elle était transparente, parce que comme elle n'a pas tant de soucis que ça d'être aimée ou de ne pas être aimée, bien, elle a la liberté de dire ce qu'elle pense et de dire de façon assez transparente ce qu'elle fait, ce qui est très intéressant quand on veut savoir ce qui se fait vraiment à l'école.
Les services professionnels sont généralement présents, donc on va souvent avoir un psychologue, un service d'orientation, il va y avoir des professionnels qui vont travailler dans l'école publique ou au moins pour la commission scolaire, et pour certains enfants, ça peut devenir un atout important. Le CA, le conseil d'établissement, alors ça, c'est un organisme qui va, avec la direction, prendre les décisions pour l'école. C'est un organisme où les parents doivent être, au niveau du vote, au moins égalitaires ou majoritaires. C'est un comité où le directeur n'a pas le droit de vote et c'est un comité qui prend des décisions fondamentales sur l'école. Je ne vous donne qu'un exemple parce que si vous voulez en savoir plus, vous viendrez à un de mes ateliers cet après-midi. Le conseil d'établissement doit approuver le nombre d'heures allouées à chaque matière dans l'école. Donc, si les parents décident de dire non à tel nombre d'heures pour telle matière, le directeur doit refaire ses devoirs et revenir présenter quelque chose que le conseil d'établissement va accepter. Et des pouvoirs de ce type-là, il y en a des dizaines. D'ailleurs, les directeurs, une de leurs craintes, c'est des parents très, très, très engagés sur le CA parce que, comme ils n'ont même pas le droit de vote, le CA a énormément de pouvoir au niveau de l'école. Alors, ils ne sont pas toujours gardés dans la plus grande science de ce qu'ils peuvent décider, mais quand les parents, eux, s'assurent qu'ils savent exactement quels sont les pouvoirs sur le CA, des parents qui ont leur enfant dans une école et qui sont sur le conseil d'établissement, ils ont un énorme pouvoir sur ce qui se passe à l'école. Ensuite, dans une école publique, il y a plusieurs niveaux d'intervention. Si on n'est pas content de ce qui se passe à l'école, bien, on peut aller au niveau de la commission scolaire, on peut aller au niveau du protecteur de l'élève, on peut aller au niveau du ministère de l'Éducation. Quand j'étais directeur, j'ai vu des commentaires qui sont allés directement au ministère, qui sont allés au protecteur de l'élève, qui sont allés à la commission scolaire. Alors, il y a des recours pour quand on n'est pas satisfait de ce qui se passe dans notre école. Alors ça, c'est toutes des choses qui sont intéressantes et positives pour l'école publique. L'école privée maintenant, que je connais un peu pour y avoir travaillé pendant 6 ans, mais évidemment, mon excellent ami Édouard Malenfant le connaît beaucoup, beaucoup mieux que moi et il pourra en parler lors des ateliers cet après-midi. Les désavantages de l'école privée, bien évidemment, il y a un coût attaché à ça. Alors, ça coûte de l'argent, envoyer son enfant à l'école privée. L'école privée... Oh, pardon, j'ai oublié de changer ma diapo, merci. L'école privée, je commence toujours avec les points négatifs, a la volonté de plaire parce qu'elle veut de la clientèle, parce qu'elle a besoin d'argent pour vivre. Okay? Alors, l'école privée a cette préoccupation-là de donner une belle image. En soi, c'est pas mauvais. C'est juste qu'il pourrait peut-être avoir la tentation pour certains de faire passer l'image avant la réalité. Il peut y avoir, dans certaines écoles privées, un certain snobisme, une certaine attitude qui n'est pas très ouverte sur l'ensemble du monde. Et dans l'école privée, si au niveau de l'école, vous n'avez pas satisfaction, vous n'avez pas d'autre niveau. Cependant, quand on regarde les côtés positifs, bien, normalement, dans une école privée, vous avez un encadrement qui est très, très soigné parce que c'est ça que l'école va vendre aux parents et va s'assurer de promouvoir et de donner. La communication avec les parents va être souvent plus présente et plus importante que dans une école publique. Les élèves dans une école privée sont souvent triés et souvent il n'y a pas de secteur d'adaptation scolaire. Alors, est-ce que c'est une bonne nouvelle ou une mauvaise? En tout cas, il reste que vous avez la possibilité d'avoir une clientèle qui est davantage sélectionnée. Les parents sont vus comme des clients, ils sont payeurs. Donc, en théorie, les parents devraient avoir voix au chapitre davantage. Et on a souvent des infrastructures qui sont de grande qualité. Alors, ce sont aussi des avantages réels que peut avoir l'école privée. Je pense que ça va bien au niveau de mon temps.
L'école à la maison. Alors, l'école à la maison, elle aussi, elle a certaines difficultés intrinsèques, notamment l'investissement que ça demande pour les parents et l'énergie. Les parents qui font l'école à la maison savent qu'ils vont passer beaucoup d'heures à préparer la formation, à trouver les programmes adéquats, à donner la formation aux enfants, à superviser les devoirs et les leçons. Donc, comme ils prennent en charge l'ensemble de l'œuvre, bien évidemment, c'est énormément de travail. Alors, c'est une chose qu'il faut savoir. L'incompréhension du milieu, je veux dire que souvent, d'autres parents ou la société va avoir peine à comprendre les raisons qui font que des parents choisissent l'école à la maison. Alors, ces familles-là vont se heurter à une certaine incompréhension du milieu. Ça fait partie des désavantages. Bon, ça va parfois les rendre enclins à se regrouper, ce qui peut être intéressant aussi. La socialisation est évidemment plus limitée si les enfants restent habituellement dans le cercle familial plutôt que de se rendre dans une école où il y a des centaines d'enfants. Alors, cet aspect-là existe aussi. Et puis, il y a peu ou pas, mais disons peu de préparation à la compétitivité. C'est une des choses qu'on va souligner par rapport à l'école à la maison souvent. Il y a des avantages, cependant. Hein? Parmi les avantages, il y a le contrôle sur les contenus. Alors, les parents choisissent quels contenus vont jusqu'à leur enfant et quels contenus leurs enfants vont voir. Il y a le respect du rythme de chaque enfant. Ça, c'est aussi un élément extrêmement important dans une école où il y a 20 élèves par classe au primaire, ou 30, ou 32, ou 36, ou 38 élèves par classe au secondaire. Évidemment, le suivi de chaque élève et de son rythme, on n'a pas la même possibilité de le faire que quand on fait l'école à la maison. L'enseignement fondé ou vécu dans des valeurs familiales, c'est aussi un élément fort important de l'école à la maison parce qu'on est sûr de la façon dont les valeurs sont transmises parce qu'on le fait nous-mêmes. Et finalement, on peut éviter des influences néfastes du milieu d'enseignants qui auraient des valeurs qui ne correspondent pas aux nôtres ou simplement de pairs aussi qui pourraient constituer de mauvais amis. Donc, on a davantage de contrôle sur l'ensemble de l'œuvre. Et l'autre dont je vais vous parler, c'est l'école à distance. L'école à distance, c'est quelque chose d'un peu nouveau au Québec, mais c'est absolument pas nouveau en soi. L'école à distance, ça existe en Europe depuis de nombreuses années. Ça existe aux États-Unis depuis de nombreuses années, au point que dans certains États américains, il y a jusqu'à 60% des élèves du secondaire qui vont faire leurs cours à distance, surtout des gars. Ils aiment ça, les gars, faire leurs cours à distance parce qu'ils font ça à leur rythme, ils se lèvent plus tard, puis ils sont devant l'ordi, donc c'est très agréable pour eux. Alors, il y a beaucoup d'écoles à distance qui se fait aux États-Unis, en Europe. Au Québec, l'université à distance existe depuis très longtemps. Les cégeps à distance commencent à exister aussi. L'éducation des adultes à distance commence à exister aussi, ce qui n'existe pas au Québec, et là, on est vraiment en retard sur les autres sociétés occidentales, c'est le primaire et secondaire à distance. Secondaire, j'ai envie de dire surtout, puisque quand les parents font, par exemple, l'école à la maison, parfois, un des problèmes qu'ils ont, c'est quand ils voient arriver le secondaire, où le curriculum demande un peu plus de compétences spécifiques dans chacune des matières et où des fois les parents trouvent que ça devient plus compliqué. L'enfant, il va rentrer dans cette belle période qu'on appelle l'adolescence. Alors, tout ça ensemble fait que des fois les parents vont se décourager ou ne pas se sentir capables de le faire, alors que l'école à distance au secondaire pourrait être une option également. Il y a à Toronto, à chaque année, à chaque 2 ans, la conférence mondiale sur l'apprentissage en ligne. Et là, il y a plein de pays qui se rencontrent pour parler de ça. Ça se fait juste chez nos voisins et puis nous, on ne le fait pas encore. Mais la pression est de plus en plus forte. Et l'ouverture dans la loi, dans la dernière modification de la loi sur l'instruction publique, on a fait une ouverture pour que le ministre commence à pouvoir approuver des projets comme ça. Alors, dans ce contexte-là, il y a des choses qui existent déjà. Il y a par exemple, je vous l'ai dit l'université, mais il y a un groupe qui s'appelle Études Secours. Études Secours, c'est des gens qui donnent de la formation à distance pour le contenu du secondaire. C'est utilisé
surtout pour les cours d'été, mais c'est utilisé pour, par exemple, imaginez, je suis directeur d'école, j'ai un élève qui devient blessé à la hanche, ne peut plus se déplacer, doit rester à la maison alité, alors on va lui permettre de suivre ses cours avec Études Secours. Mais Études Secours donne l'ensemble du curriculum du secondaire en ligne, ça existe déjà là. Et il y a Challenge You qui est une initiative québécoise où on retrouve aussi l'ensemble du curriculum du secondaire en ligne. Études Secours n'est pas gratuit. Challenge You, c'est une plateforme gratuite. Alors, le contenu existe déjà pour le secondaire. Il existe en partie pour le primaire. Et puis, il y a donc la possibilité de développer quelque chose au Québec. Et c'est pour ça que on peut maintenant dire que probablement dès septembre de l'année prochaine, donc de cette année 2019, il y aura des premières expérimentations avec Microscola de l'école à distance. Alors, les avantages et les inconvénients. Bien, les inconvénients, c'est que l'école à distance n'a pas encore fait ses preuves au Québec, évidemment, parce que c'est quelque chose qui commence, qui va être en expérimentation. La socialisation reste limitée si on est en école à distance. Puis, la même chose que l'école à la maison, peu de préparation à la compétitivité, puis le coût qui reste à valider parce que l'école à distance risque de coûter quelque chose. Remarquez que l'école à la maison aussi, quand on fait venir certains programmes, il faut payer également. Les avantages, c'est que c'est une méthode éprouvée dans plusieurs pays. Les programmes approuvés, les programmes qui vont à ce moment-là arriver à la maison, c'est les programmes approuvés par le ministère, donnés par des enseignants légalement qualifiés, ce qui veut dire que les parents n'ont plus à se taper tout le matériel, mais ils doivent simplement superviser ce qui rentre à la maison pour l'encadrer, pour s'assurer que ça se fait dans le respect des valeurs de la famille. Ensuite, donc, contrôle partiel sur les contenus, respect du risque de chaque enfant, puis l'enseignement qui peut encore être fondé dans les valeurs de la famille. Donc, c'est une option qui est nouvelle, qui commence à exister, puis qui semble aussi prometteuse, comme dernier bébé là, parmi les 4. Je vous invite à réfléchir à certains éléments. Quand on s'implique dans une école privée ou dans une école publique, comme parent, on va veiller à ce que l'enseignement soit adéquat pour nos enfants, mais en même temps, on se trouve à avoir un très bel impact pour les autres enfants. Donc, on n'a pas seulement un impact au niveau de notre famille, on a un impact social qui n'est pas négligeable. Il faut penser que certains enfants ont des besoins particuliers qui nécessitent des services particuliers. Et là, il faut s'assurer que les services qu'on leur donne correspondent aux besoins et leur permettent de se développer de façon maximale. Je me permets de vous dire que c'est pas parce qu'on a réfléchi comme parents et qu'on a jugé que telle option ou telle option était la meilleure pour notre enfant que ça va être la même réponse pour le deuxième ou le troisième enfant que nous avons ou le quatrième, etc. Là. Alors, chaque enfant peut avoir des besoins spécifiques et peut demander une réponse différente des autres. Il est possible que pour un enfant qui est très flegmatique dans son caractère, qui a un tempérament comme ça, qui ait davantage besoin, lui, de rencontrer d'autres personnes, d'avoir des défis, etc., tandis qu'un autre enfant qui, lui, qui est une bombe partout, là, peut-être que lui, justement, s'arrêter, travailler à distance devant un ordinateur, ça peut être bon pour lui. Je donne simplement un petit exemple, mais la réflexion doit se faire pour chaque enfant. C'est pas une réflexion globale, c'est une réflexion pour chaque enfant. Et je vous redis ce que je vous disais au début. Je pense que comme parents, comme jeunes parents, d'ailleurs, je suis très heureux de voir tous ces jeunes visages devant moi, il faut transformer nos craintes en opportunités et se dire, il est possible d'avoir un enseignement de qualité au Québec. Il est possible d'avoir un enseignement qui correspond à nos valeurs. Et dans la mesure où on s'implique, on est aussi en train de rendre le monde meilleur et de le changer. Parce qu'en travaillant pour les enfants, on est en train de travailler pour notre société et on est en train de travailler pour l'avenir. Alors, je vous remercie beaucoup pour votre patience.